À la fin de la vidéo d'hier, on s'était arrêté sur cette application directe. Donc première question, exprimer le KS de AGCL, PBSO4 et AG2CRO4. Bon, AGCL, le KS, je vous rappelle que c'est la constante d'équilibre de la réaction de dissolution, donc dissolution de AGCL solide. Donc AGCL donne Ag+, plus Cl-. Du coup, Ks, c'est la constante d'équilibre de cette réaction. Donc, bon, je peux le noter par exemple comme ça. Ks de AgCl est égal à concentration en Ag+, fois la concentration en Cl-, toutes deux à l'équilibre. Là, j'ai ma première réponse. Et en fait, c'est la même chose pour chacun. Il faut juste bien écrire l'équation de dissolution. Donc, pour la dissolution, cette fois non plus de AgCl, mais de PbSO4. Qu'est-ce que ça va donner quand ça va se dissoudre, PbSO4? Dans l'eau, PbSO4, ça donne donc Pb de plus, AQ, plus SO4 de moins, AQ. Comment savoir que c'est Pb de plus et SO4 de moins? Là, c'est vraiment de la culture chimique qui me permet de le savoir. En général, on vous donnera l'information, mais ça peut être bien sur certains sujets de le savoir, parce qu'on peut supposer que vous le sachiez. Bon, et du coup, là, c'est assez similaire. C'est le produit des concentrations. Enfin, dernier exemple, il faut du coup trouver la dissolution de Ag2CrO4. Bon, c'est quoi cette dissolution? On part de Ag2CrO4 sous forme solide et on obtient du coup du Ag+, plus CrO4 quelque chose. Et là, en fait, pour trouver, on remarque qu'il y a un petit 2 ici, donc ça va nous faire rajouter un 2 là. Du coup, directement, pif. Et ainsi, du coup, le Ks associé à Ag2CrO4, c'est du coup Ag plus à l'équilibre au carré. Je vous rappelle que le coefficient stoichiométrique se met en exposant de l'activité, ici qui est la concentration. Et là, on a trouvé à nouveau notre Ks. Alors, pour bien éclaircir tout ça, je vous rappelle que, en toute rigueur, à chaque fois, on divise par C0 au carré la concentration de référence à 1 mol par litre. Bon, là, je ne l'ai pas noté à chaque fois, comme dans le chapitre sur les produits sur les constantes d'acidité, mais faut le garder en tête, ne serait-ce que pour ne pas faire d'erreur d'unité utilisée pour les concentrations molaires. Et ensuite, on nous demande d'écrire l'équation de précipitation du sulfate d'argent Ag2SO4, puis calculer la constante de cet équilibre de précipitation. Donc l'équation de précipitation, c'est l'opposé de l'équation de dissolution. Donc, on a du Ag+, et du SO4 de moins. Alors ça, j'ai peut-être raisonné à l'envers, mais parce qu'on veut du Ag2SO4 sous forme solide, donc forcément on a du Ag et du SO4. Bon, là, directement, 2, pif, pouf, on a notre équation de précipitation. Maintenant, ce qu'on veut, c'est calculer la constante de cet équilibre. La constante de cet équilibre, K0, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur Ag plus à l'équilibre au carré fois SO4 de moins à l'équilibre. Et ça, on remarque que, vu que c'est l'opposé, l'inverse de la réaction de dissolution, on peut dire aussi que c'est 1 sur Ks. De donc Ag2SO4. Et le Ks de Ag2SO4, il a le bon goût de nous être donné dans l'énoncé.
Du coup, K0, c'est égal à 1 sur 10 puissance moins 4,92. Et donc, si je fais l'application numérique de ça doit nous faire à peu près 100 000. Donc, parfois, hein, sur une copie, vous pouvez laisser comme ça. Hein. Donc, ça fait 8,3 fois 10 puissance 4. C'est gagné. Ah oui, dit. Donc là, pour identifier ce lien-là, soit vous raisonnez avec le fait qu'on a la réaction inverse en ayant la précipitation la réaction inverse de la dissolution, soit vous reconnaissez ici le KS en le justifiant à l'écrit. Voilà, c'est les deux méthodes pour le faire. Bon, on en a fini sur l'application directe. Donc finalement, là, le grand 1, qu'est-ce qu'on a vu? On a revu ce que c'était qu'une précipitation, ce que c'était qu'une dissolution, et on s'est rappelé qu'en fait, c'était deux procédés qui étaient inverses l'un de l'autre, même si la dissolution, c'est quelque chose d'un petit peu plus général. Et on a défini un produit de solubilité qui finalement est une constante thermodynamique associée à notre réaction. Très bien. Maintenant, grand 2, on va essayer de trouver quelles sont les conditions de précipitation. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme condition de précipitation? Ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on met un solide dans une solution, il peut disparaître. En revanche, vu qu'il y a un équilibre et que QR met en jeu les concentrations des ions, les ions ne peuvent disparaître. Il y a toujours, lorsqu'il y a un solide qui est dans une solution qui est présent dans un solvant, il y a toujours du coup des ions qui sont devenus des solutés de la solution. Si vous mettez du sel dans l'eau, même si vous en mettez une très très grande quantité solide, vous aurez toujours un petit peu de sel qui est passé sous forme aqueuse. En revanche, si vous dissolvez tout le solide qu'il y a, que vous n'en mettez pas trop, il peut disparaître. Donc ça, c'est la différence entre solide et ion constitutif. Il y en a un qui peut disparaître, l'autre non. Du coup, on va essayer de comprendre comment ça se passe. Pour ça, on va trouver une condition d'existence du précipité. Alors, petit rappel. Je vais faire un rappel adapté à ce chapitre. On considère une réaction de dissolution quelconque. Donc, on la note CXAY solide donne XCY plus AQE plus Y AX moins AQE. Alors, juste pour revenir dessus, X et Y ne sont pas nécessairement égaux aux exposants ici, parce que parfois ça peut être des histoires de plus petits commun dénominateur. Bon, pardon, plus petit commun multiple, mais globalement, dans la plupart des cas, ça va se retrouver comme ça. Du coup, si on a cette réaction, on a deux cas. Si QR à l'instant initial est inférieur au produit de solubilité, alors, qu'est-ce qui se passe? Sens direct. Le précipité voit sa quantité diminuer. En revanche, si QRI est plus grand que KS, alors on est dans le sens indirect. Ça veut dire que le précipité, pas le précipité,
les ions, justement, voient leur quantité diminuer, donc on dit qu'ils précipitent. Ils voient leur quantité diminuer pour voir la quantité de précipité augmenter. Ça, c'est le chapitre 13 qui nous l'enseigne. Raisonner sur QR par rapport à KS, ça nous permet de voir comment va évoluer le système. Petite remarque, ici, QRI, c'est quoi? C'est la concentration en CY+, à l'instant initial à la puissance x, fois la concentration en AX- à la puissance y. Là, j'essaie de faire les choses un peu proprement pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Du coup, là, on est à l'état initial. On va considérer ces deux cas, le cas 1 et le cas 2. Donc, plaçons-nous dans le cas 1. Là, notre objectif, je rappelle, c'est de trouver une condition d'existence du précipité. C'est-à-dire d'essayer de comprendre dans quel cas il y aura un précipité et dans quel cas il n'y en aura pas. Oups. Donc, plaçons-nous dans le cas 1. On a dit que QRI était plus petit que KS. Qu'est-ce qui se passe du coup? Il se passe que, j'ai dit, le précipité a sa quantité qui diminue. Dans ce cas-là, on a deux possibilités. Soit la quantité du précipité diminue jusqu'à ce que, en fait, il y ait une formation d'ions telle que QRF est égal à KS. QRF, c'est le quotient de réaction à l'état final. Soit, le précipité a sa quantité qui diminue, mais QRF reste inférieur à KS. On ne peut pas avoir QRF qui est supérieur à KS parce que du coup ça voudrait dire qu'on est passé par l'équilibre et une fois que le système est à l'équilibre, il y reste. Donc dans les deux cas, la quantité de précipité, elle diminue. Comment interpréter les deux? Dans le cas de gauche, en fait, QR qui est égal à CY plus puissance x fois AX moins puissance y a augmenté jusqu'à atteindre KS. C'est-à-dire que le précipité s'est dissous en ions jusqu'à ce que finalement la quantité d'ions soit trop grande pour que ça continue de se dissoudre. Donc à l'état final, il reste du précipité. Donc ça, c'est le cas de gauche. Dans le cas de droite, qu'est-ce qui s'est passé? On a toujours QR qui est égal à la même chose. Et qui augmente. Sauf que à partir d'un moment, les ions, alors je vais reprendre l'équation, à partir d'un moment, le précipité ici disparaît petit à petit pour former ces ions-là, et il n'y a plus de précipité pour pouvoir déplacer la réaction vers la droite, donc les concentrations des ions ne peuvent plus augmenter, QR ne peut plus augmenter à l'état final. Il n'y a plus de précipité. Donc là, on a deux cas. On a le cas QR final égal à KS et le cas QR final est inférieur à KS. Donc finalement, il y a un cas où on a un équilibre et un autre cas où il y a une rupture d'équilibre.
Maintenant, on va se placer dans le deuxième cas. Donc, plaçons-nous dans le cas 2. Il faut être vraiment attentif sur cette partie-là, parce que ça nous explique vraiment tout ce qui se passe. QA à l'instant initial est supérieur à KS. D'après ce que j'ai écrit au-dessus, les ions précipitent pour former du précipité. Du coup, on va voir si on a deux cas. QR final égale à KS, ça correspond à quoi? Ben, QR, on sait que c'est toujours ça. Sauf que cette fois, ben, vu qu'on avait un QR initial qui était plus grand que KS, il a dû diminuer pour devenir égal à KS. Il a diminué. Les ions ont précipité et ont formé du précipité. Donc, à l'état final, il y a un précipité qui a été formé par les espèces ioniques en présence. Sinon. Maintenant, dans le cas où QRF resterait supérieur à KS, est-ce que c'est possible? Ben, ça voudrait dire que dans un premier temps, QR a commencé à diminuer et que ensuite QR a arrêté de diminuer. C'est-à-dire qu'à l'état final, quand je dis état final, c'est le système n'évolue plus, QR s'est arrêté de diminuer. Qu'est-ce qui pourrait conduire les ions à ne plus être consommés et du coup à voir leur concentration rester constante? Mais à part un équilibre, il n'y a rien qui peut expliquer ça. Donc en fait, ici, ce cas n'est pas possible. À l'état final, on ne peut pas avoir QRF supérieur à KS. Les concentrations des ions vont forcément diminuer pour atteindre QRF égale KS, donc pour atteindre un équilibre. Et là, il faut vraiment que vous compreniez ce passage-là. Il faut vraiment que vous le compreniez parce que si vous ne l'avez pas, vous aurez du mal à comprendre le reste du cours. Donc, finalement, si on fait le bilan d'un peu tout ça, ce qu'on doit retenir, c'est que pour une équation, pour une réaction de dissolution donnée, à l'état final, donc cette fois on ne s'intéresse plus à ce qui se passe à l'état initial. À l'état initial, on avait deux cas, soit ça créait du précipité, soit ça en consommait. Mais à l'état final, excusez-moi, on a seulement deux options, deux possibilités. Soit le précipité existe, ça c'est dans le cas où le quotient de réaction à l'état final est égal au quotient de réaction à l'équilibre, soit AKS. Deuxième cas, le précipité n'existe pas à l'état final. Il a été totalement consommé en fait. Et ainsi, il n'y a pas d'équilibre. Ça c'est très important. On n'est plus dans une situation d'équilibre s'il n'y a pas de précipité. Et QRF est inférieur à KS. Donc voilà ce qu'on va retenir. Dans une réaction de dissolution, du coup de précipitation selon le QR en fait, parce que
vous voyez qu'il y a précipitation si le QR est supérieur à Ks, alors qu'il y a dissolution si le QR est inférieur à Ks. Pour une telle réaction, ben, on a cette équivalence à l'état final. Si le précipité existe, c'est qu'on a un équilibre entre le précipité et ses ions. S'il n'existe pas, c'est qu'il y a alors aucun équilibre et que QRF est inférieur à Ks. Et ça, hein, j'insiste, encore une fois, il faut que vous le compreniez bien, il faut que ça passe. Ça, on va le démontrer rapidement. Hein. On l'a un peu appréhendé, mais ça, on va le démontrer d'un point de vue plutôt mathématique avec ce qu'on a introduit. Donc, on aurait trois possibilités à l'état final. Soit QR est égal à Ks, à l'état final. Bon, ça, c'est un équilibre. Celui-là, on l'a. Soit on a QRF inférieur à Ks. Ça veut dire que le système a tendance à évoluer. Je vais le noter un peu plus. Le système a tendance à évoluer dans le sens direct, mais il est à l'état final. Ça veut dire quoi qu'il est à l'état final? Ça veut dire qu'il n'évolue plus. Donc thermodynamiquement, il voudrait avancer, mais il ne peut plus évoluer. Pourquoi? Il n'y a donc plus de réactif. Il n'y a donc plus de réactif. Le réactif ici, c'était quoi? Ben, c'était le précipité. Le précipité est totalement consommé. Alors quand je dis totalement consommé, il a peut-être jamais apparu. Hein. Il n'y en avait peut-être pas à l'état initial et il n'y en a peut-être toujours pas. Toujours est-il qu'il n'y a plus de précipité. Il n'y en a pas en tout cas. Et dernier cas, QRF est supérieur à KS. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que le système a tendance à évoluer dans le sens indirect. Je vais tricher. Hop. Dans le sens donc indirect. Mais il est à l'état final, donc il n'évolue plus. Cette fois, vu qu'il est censé aller dans le sens indirect, ben, il n'y a donc plus, cette fois pas de réactif, mais de produit. S'il n'y a plus de produit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'ion. Et ça, est-ce que c'est possible qu'il y ait plus d'ion? Ben, ce que je vous ai dit, c'est que un solide présent dans un solvant, de toute façon, il y a des ions qui passent sous forme aqueuse, sous forme de soluté. Ça, c'est impossible. Comment on peut s'en rendre compte? Assez facilement. Mais on sait que QR est égal au produit, donc je vous ai dit de... je l'avais noté comment? AX moins puissance Y fois CY plus puissance X. Vous voyez bien que s'il n'y a plus d'ion, ça veut dire que QR égale à 0. Et ça, c'est incompatible avec QRF supérieur à KS, parce que s'il vaut 0, il est forcément inférieur à KS. Donc, ça, c'est faux. QRF ne peut pas être supérieur à KS. Le constituant de réaction à l'état final ne peut pas être supérieur à KS. Donc on n'a bien que deux cas, les deux cas que je vous ai donnés ici, et il y en a un qui est associé à l'existence du précipité, l'autre à son absence. Donc vraiment, hein, ça c'est le point crucial des réactions de dissolution et de précipitation. Le précipité, le KS pardon, est lié à l'équilibre entre le précipité et ses ions constitutifs. Petite remarque.
on parle souvent de ce qu'on appelle la limite de saturation. Qu'est-ce qu'on appelle la limite de saturation en fait? La limite de saturation, c'est un cas fictif où QRF est égal à KS. Normalement, QRF égale à KS, ça veut dire que le précipité existe, mais la quantité de précipité est infime. On se place pile à la limite. C'est-à-dire que on se place pile à l'endroit où on a une quantité de précipité, mais qui n'est pas suffisante pour qu'on voit le précipité apparaître, mais en même temps, il y en a un tout petit peu, de façon à pouvoir dire qu'on est bien à QRF est égal à KS. L'équilibre est donc atteint. Mais il n'y a pas de précipité. Donc ça, c'est assez pratique dans les calculs. Hein. Parce que du coup, le fait d'avoir QRF égale KS, c'est quand même pas mal. Et en même temps, le fait de ne pas avoir de précipité, ça évite de travailler avec un milieu hétérogène. Bon, donc sur ce point important de l'existence ou non du précipité, on va faire une petite application directe. Alors, il y a deux parties dans cette application, c'est deux questions qui se ressemblent. Donc d'abord, on mélange un volume V1 est égal à 5 ml d'une solution de nitrate de plomb donc Pb2 plus 2NO3- à une concentration C1 est égale à 0,015 mol par litre. On mélange cette première solution avec un deuxième volume V2 égale 10 ml d'une deuxième solution de bromure de sodium. Vous connaissez le chlorure de sodium, le sel, mais bromure de sodium, c'est un autre halogène qui est un autre halogénure en fait de sodium. Et du coup là, encore moins concentré, 0,0035 mol par litre. Et la question c'est, le précipité PbBr2 se forme-t-il? Donc là on se place à l'instant initial. On connaît les concentrations à l'instant initial. Nous ce qu'on veut savoir c'est, est-ce qu'à l'état final il y aura du précipité? Et on donne KS de PbBr2 qui est égal à 4,7 fois 10 puissance moins 6. Bon, plutôt que de vous donner directement le deuxième énoncé, on va résoudre celui-là et ensuite je vous donnerai le deuxième. Donc réfléchissons à celui-ci. Je vous laisse 2 secondes pour résoudre dans votre coin. Comment va-t-on procéder? On va calculer QR à l'instant initial et on va voir s'il est supérieur ou égal à KS, tout simplement. Bon, pour ça, il faut donc trouver Pb2+ à l'instant initial. Pb2+ à l'instant initial, vu qu'on mélange donc deux solutions, donc là on se place avant mélange, non pardon, juste après mélange, après le mélange, donc juste après, avant que la réaction de dissolution éventuelle ou de précipitation éventuelle ait eu lieu, après le mélange, Pb2+, c'est quoi? C'est la concentration C1, alors là j'ai oublié un petit 2, c'est la concentration C1 fois le volume, donc la quantité de matière donnée, divisé par la quantité de matière totale. On a une dilution en fait. Br-, c'est quoi? Pareil, dilution C2V2 sur V1 plus V2. Bon. Là, vous pouvez remettre en pause si vous voulez pour conclure. Donc, qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer
QRI qui est égal à PB2 plus fois BR moins, attention, alors je vais noter I, lui au carré, hein. Bon, si vous avez besoin d'écrire l'équation, vous pouvez, donc c'est l'équation de dissolution, PBR2 solide donne PB2 plus à queue plus BR moins à queue, et là il nous faut un 2 pour équilibrer. Donc ça nous donne ça, et donc C1 V1 C2 au carré V2 au carré sur V1 plus V2 au cube. Si on fait l'application numérique, ça nous donne QRI est égal à 2,7 fois 10 puissance moins 8. Et ça, si on regarde, c'est inférieur à KS. Bon, juste remarque en passant, ça je vous rappelle que c'est divisé par C0 au cube, de façon à faire en sorte que QRI n'ait pas d'unité, je vous rappelle. Très bien. Bon, du coup, vu que QRI est inférieur à KS, le précipité ne se forme pas. Très bien. Ensuite, deuxième application, alors moi je vais l'encadrer et faire un copier-coller. Donc cette fois, qu'est-ce qu'on mélange? On mélange un volume V est égal à 10 ml d'une solution de sulfate de sodium, donc de sulfate de sodium, donc sulfate SO4 et sodium Na+, qui a une concentration C est égale à 8 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Et ça, on le mélange avec un volume aussi de 10 ml, donc le même volume, d'une solution de nitrate d'argent. Donc nitrate d'argent. Donc le nitrate d'argent, ça nous donne Ag+ et NO3- à la même concentration. Le précipité AgSO4, Ag2SO4, pardon, se forme-t-il? Alors là, je vous rappelle que c'est le précipité qu'on avait considéré lors de l'application directe numéro 3, il me semble. Et on nous donne que le KS, toujours le même que tout à l'heure, hein, Ag2SO4 est égal à 1,5 fois 10 puissance moins 5. Tout à l'heure, c'était 4,92. Je vérifie. Hein. Bon, on obtient 1,2 fois 10 puissance moins 5. Donc j'ai peut-être une des deux valeurs qui n'est pas tout à fait correcte dans mes exemples. Bon, c'est pas très grave. On est assez proche en termes d'ordre de grandeur, il n'y a pas de souci. Bon, mais du coup, le processus sera le même. Donc je vous laisse faire, hein, et puis je fais. Donc, SO4-, sa concentration à l'instant initial, donc on est toujours après le mélange. SO4- à l'instant initial, c'est égal à la concentration en Ag+ à l'instant initial. Là, pour le coup, c'est les mêmes concentrations, et c'est une dilution, du coup, uniquement par 2, donc c'est C sur 2 dans les deux cas, vu que c'est les mêmes concentrations. Du coup, QR à l'instant initial, c'est quoi? C'est C cube sur 8, donc 2 au cube. Si on fait l'application numérique, ça nous donne 6,4 fois 10 puissance moins 5, et ça, est-ce que c'est plus grand ou plus petit que KS? 6,4, c'est plus grand que 1,5, donc c'est plus grand que KS. Là, on est content. Le précipité
se forme. Il se forme jusqu'à ce que la concentration en SO4 de moins soit égale à la concentration, pardon, je me suis perdu, que la concentration en SO4 de moins multipliée par la concentration en Ag+ au carré soit égale au Ks. Le carré vient toujours du fait que Ag2SO4 donne 2Ag+, plus SO4 de moins. Bon, très bien pour ces applications. Donc là, en fait, décidément, donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que on a trouvé des conditions pour que une espèce précipitée existe. Donc c'est une condition sur ce qui se passe à l'instant initial, est-ce qu'il y a une formation à la fin, et on a aussi une condition sur ce qu'il y a à la fin, est-ce qu'en connaissant la composition de la fin, on peut savoir. Mais si QR égale à KS, alors, on le voit ici, hein, si QR égale à KS, alors il y a un précipité qui existe, si l'équilibre est rompu, alors le précipité n'existe pas. J'insiste sur cette notion de rupture d'équilibre, hein. On a parlé d'équilibre chimique en thermodynamique. Voilà, un équilibre, c'est quand QR égale à KS à l'état final. Si c'est pas le cas, ben on ne peut pas parler d'équilibre. Du coup, on peut définir, vu qu'on vient de parler d'existence de précipité, on peut parler de diagramme d'existence. J'ai dit du coup, hein, mais c'était du coup par rapport à ce que j'avais dit avant. Donc, diagramme d'existence. On vient de voir qu'un précipité existait ou pas. Donc en fait, plutôt que de faire un diagramme de prédominance, on va faire des diagrammes d'existence. Parce qu'il y a des zones dans lesquelles le précipité carrément existe et d'autres dans lesquelles il n'existe pas du tout. Bon, comment on définit ça? Donc diagramme d'existence. Donc je vous rappelle, un diagramme de prédominance, on traçait en fonction de pH et on plaçait les pKa à certains endroits. Là, ça sera un petit peu plus compliqué. Parce que le diagramme d'existence, c'est la représentation des différentes zones d'existence d'un précipité en fonction de la concentration en l'un de ces ions constitutifs. Donc, vous en choisissez un, alors en général c'est l'énoncé qui choisit, hein, et vous tracez le diagramme d'existence par rapport à ça. Ce qui est important, c'est que la concentration des autres ions étant fixée. Donc en fait, vous faites varier uniquement la concentration d'un seul des ions constitutifs lorsque vous tracez un diagramme d'existence. Et ici, l'échelle utilisée, hein, habituellement, c'est une échelle logarithmique. Du coup, on représente pas n'importe quoi, pas la concentration, mais P de la concentration, ce qui est égal à moins logarithme de la concentration. Voilà. Donc ça, c'est la définition du diagramme d'existence. On cherche à trouver les zones sur lesquelles le précipité existe ou pas. Bon, du coup, l'activité, l'application directe de ça, ça va être de trouver quelles sont les zones d'existence. Bon, on considère qu'on ajoute quelques gouttes d'iodure de potassium. Donc, iodure de potassium, oups, pas potassium,
potassium c'est donc K+, et I-, à une solution de nitrate d'argent. Ça, je vous rappelle que c'est NO3- et Ag+. Alors, il serait bon d'inverser ces deux-là. En général, on met les cations en premier. Et cette solution, elle est de concentration C égale à 0,1 mol par litre. Du coup, on ajoute quelques gouttes d'iodure de potassium à ça, de façon à ce que la concentration en iodure de potassium de la solution soit assez faible et que ça change assez peu le volume. Donc comme ça, on peut travailler à volume d'autres concentrations fixées. Première question. Nous, ce qu'on va vouloir trouver, c'est la frontière. Donc on va déterminer la valeur de PI égale à moins log de la concentration en I-, pour laquelle on a une précipitation de l'iodure d'argent. Deuxième question, directement, tracer ce diagramme d'existence. Bon, on donnera PKS de AGI égale à 16,2. Et ici, le diagramme d'existence ne se résume pas uniquement à tracer des pKa. C'est un petit peu plus compliqué, comme on va le voir. Bon, la valeur du PI, telle que AGI précipite, il faut dire qu'est-ce que ça veut dire que AGI précipite. Donc, je vous rappelle que AGI précipite, ça veut dire que on se retrouve dans la situation où Ag plus fois I-, qui est égal à QR à tout instant, doit être du coup supérieur à Ks, pour que ça se fasse dans le sens indirect, que la dissolution se fasse dans le sens indirect, et donc qu'il y ait précipitation. Alors peut-être que je vais l'écrire autrement, ça je vais l'écrire après. Ça c'est donc AGI précipite, on a dit si et seulement si Ag plus fois I- est supérieur à Ks. À tout instant. C'est-à-dire que pendant l'évolution, il faut que Ag plus fois I- soit supérieur à Ks pour qu'il y ait précipitation. Sinon, c'est-à-dire qu'il y a dissolution. Bon, mais ça veut dire quoi? Que I- est supérieur à Ks sur Ag+. Je vous rappelle que Ag+, sa concentration est fixée parce qu'on fait ça avec quelques gouttes. Et on considère que voilà, on a une solution qu'on appelle tampon qui a une concentration qui varie très peu. Du coup, Ks sur Ag+, c'est quoi? C'est Ks sur C. Bon. Du coup, maintenant, on peut trouver une condition sur PI. Donc, PI, qui est égal à moins log de I-, vu que la fonction logarithme est croissante, la fonction moins logarithme, elle est décroissante. Donc, ça veut dire qu'on va avoir ça inférieur à moins log de Ks sur C. Donc, PI doit être inférieur à PKS plus log de C. Donc si AGI précipite, alors nécessairement le PI doit être inférieur à PKS plus log de C. A l'inverse, si AGI ne précipite pas, PI doit être supérieur à PKS plus log de C. Du coup, ça nous amène à ce diagramme de prédominance d'existence, pardon. Donc je trace en fonction de PI. Ici, je trace PKS plus log de C.
Et j'ai une frontière qui n'est plus une frontière de prédominance, mais une frontière d'existence. Et donc, pour PI inférieur, on a AGI qui existe. Ici, AGI n'existe pas. Quelle est la valeur de PKS plus log de C? PKS, on sait que c'est 16,2 et log de C, c'est moins 1. Donc ça nous fait 15,2. C'est tout. Voilà.